toutes et tous. Je suis Sylvain Tribou, géographe urbanisme, maître de conférence à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Je suis chercheur au laboratoire PACT et membre du comité d'organisation et du comité scientifique du présent colloque. Bienvenue pour cette 5e session qui est organisée dans le cadre du colloque international, communauté énergétique, autoproduction, autoconsommation, et qui, comme vous le savez, est piloté à la fois par Gilles Debizet et Frédéric Wurtz, et qui sont également coordinateurs scientifiques du programme EcoCESA. Alors, pour rappel, dans les sessions précédentes, ces dernières ont cherché à comprendre plusieurs choses. D'abord, comment les régulations façonnaient les communautés énergétiques. Plus généralement, comment ces communautés énergétiques émergent et se développent, à la fois communautés énergétiques de production, de fourniture ou de partage d'électricité. Elles ont également cherché à analyser les outils et les compétences nécessaires pour accompagner ces communautés énergétiques, mais aussi chercher à réfléchir aux opportunités, aux impacts de nouvelles technologies sur et pour les communautés énergétiques. Alors, la session d'aujourd'hui cherche, elle, à comprendre comment la production et la consommation locale d'énergie renouvelable d'un côté et les processus de la fabrique de la ville de l'autre s'articulent, interagissent, se nourrissent mutuellement, ou au contraire peuvent entrer en conflit, tant sur les plans sociotechniques que spatiaux. Ainsi, par exemple, nous analyserons l'impact de nouveaux systèmes énergétiques sur les dimensions urbanistiques, architecturales, paysagères, des projets urbains, mais aussi sur les systèmes d'acteurs locaux. Et à l'inverse, nous demanderons comment ces dimensions urbaines et organisationnelles impactent les systèmes énergétiques qui ont été mis en place, tant dans la nature des dispositifs déployés que dans les modalités de partage des énergies produites. Alors, pour cela, on aura le plaisir d'entendre deux présentations qui, nous le verrons, sont tout à fait complémentaires. Une première, présentée par Flora Aubert, qui est docteur en aménagement urbanisme, ingénieur, qui a soutenu sa thèse récemment sous la direction de Théophile Swamy, et dont la présentation s'intitule « Communauté énergétique et fabrique urbaine ordinaire, analyse croisée Allemagne, France, Royaume-Uni ». Puis on aura une seconde présentation, assurée par Inès Ramirez-Cobo, qui est architecte urbaniste, postdoctorante dans le cadre du projet EcoCESA, chercheur à PACT, et prochainement maître de conférence à l'Université du Havre. Présentation qui s'intitule « La fabrique de la ville à l'heure des injonctions énergétiques, urbanisme, autoconsommation collective et prise de décision négociée ». Puis on avait une troisième présentation qui était prévue d'être coordonnée par Gilles Debizet, de conférence à Grenoble et chercheur au laboratoire PACT, et qui s'intitulait « Communauté énergétique locale de partage d'électricité solaire, configuration et processus d'émergence en France et en Suisse ». Néanmoins, en fait, avec l'ensemble des co-auteurs dont nous faisons partie, Inès Ramirez et moi-même, en fait, nous avons décidé finalement de reporter cette présentation, puisqu'au fil de l'avancement de la préparation de la communication, en fait, on a considéré qu'elle était moins en adéquation avec les questionnements de cette session et qu'à l'inverse, elle aurait toute sa place et elle aurait davantage de pertinence dans une session qui devrait être organisée en octobre prochain et qui portera sur la transcription de la directive européenne dans le droit français sur les communautés énergétiques. Et donc, l'ensemble des co-auteurs s'excusent pour ce changement de programme. On a considéré que c'était plus pertinent ainsi. On a considéré aussi que ça pourrait peut-être permettre de laisser un tout petit peu plus de place aussi pour les deux communications dont j'ai présenté les intitulés juste avant. Du coup, pour rappel, chaque présentation durera entre 15 et 20 minutes, puis nous engagerons une discussion de 20-25 minutes grâce au regard éclairé de Sylvie Laroche qui est à côté de moi, architecte, docteur en architecture, qui est actuellement chercheur au CSTB, au Centre scientifique et technique du bâtiment, et chercheur au Cresson, au sein de l'UMR, ambiance, architecture, urbanité. Et puis nous passerons à un certain nombre de questions que vous pouvez poser dans le chat. Vous commencez à savoir comment cela fonctionne. C'est en bas sur la petite fenêtre de droite, le bandeau de droite, et questions que nous relayerons bien évidemment à l'issue de cette première discussion entre les communicantes et Sylvie Laroche. Je traduis en anglais ce que je viens de dire. Hello everybody, I'm pleased to introduce this 5th session organized into the framework of the online international conference Energy Communities for Collective Self-Consumption. This conference is coordinated by Gilles Debizet and Frédéric Wurtz, who also lead the scientific program of EcoCESA. Then the 4 previous sessions focused on the way that regulations have been shaping energy communities, also the way that production, supply, sharing energy communities have been emerging and developing,
They also question the skills and tools that could or should support energy communities, and finally, the opportunities and impacts of digital technologies for energy communities. Today's session will question the way that local production and consumption of renewable energy and urban planning and designing processes work together, interact, feed off each other, or in contrary may conflict into socio-technical and spatial terms. Then, for instance, we will analyze the impact of new energy systems on the urbanistic architecture and landscape dimensions of urban projects, but also the impact on local stakeholder systems. And on the other side, we will wonder how these urban and organizational dimensions can impact the energy system designed and observed, both in the nature of the systems deployed and in the methods of sharing the energies produced. Then we will have the pleasure of hearing two presentations. The first one by Flora Aubert, engineer, PhD in urban planning, and her presentation is titled Energy Community and Ordinary Urban Making. And the second presentation will be answered by Inés Cobo, architect, urbanist, PhD in urban planning, postdoctoral researcher in EcoCESA program, and soon lecturer at Le Havre University. And her presentation is titled The City Making at the Time of Energy Junctions, Urban Planning, Collective Self-Consumption, and Negotiated Decision Making. We had a third presentation plan ensured by Gilles de Bizet, lecturer at Grenoble-Alpes University and researcher at PAC Laboratory. This presentation was titled Place-Based Energy Communities Sharing Solar Electricity Configurations and Processes of Emergence in France and Switzerland. But we finally decided to report it in another session planned in October, which will focus on the French transcription of European Directive on Energy Communities. Then, as a reminder, each communicant will have 15 to 20 minutes. Then we will have a discussion during 25 minutes, led by Sylvie Laroche, architect, PhD in architecture, researcher at CSTB, and researcher at Cresson Laboratory. Then we will have 25 minutes to discuss with you, grace to the chat, from where we can relay your question. So I'm pleased to invite Flora Aubert to connect her microphone in order to begin her presentation. Thank you very much. Bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, okay. Très bien. C'est bon. Alors, je vais commencer. Donc, effectivement, comme l'a très bien introduit Silver, la présentation que je vais faire aujourd'hui est issue de mon travail de thèse que j'ai soutenu en juin, donc très récemment. Et je vais me concentrer spécifiquement sur un point de ma thèse qui a trait à la fabrique urbaine. Donc, ma présentation va être structurée en 3 temps. Donc, dans un premier temps, je vais revenir et exposer le point de départ de ma recherche de thèse pour expliquer quelles étaient mes interrogations et introduire aussi la méthode que j'ai utilisée et les terrains d'études que j'ai regardés. Puis, je reviendrai rapidement dans un second temps donc, sur mon hypothèse qui concernait justement la fabrique urbaine. Et enfin, j'aborderai donc dans un troisième temps les 4 principaux résultats qui viennent discuter et répondre à cette hypothèse concernant la fabrique urbaine. Donc, le point de départ en fait de la thèse a été pour moi un intérêt pour la réappropriation des moyens de production et de mutualisation d'énergie renouvelable en ville par des acteurs multiples. Donc, je m'intéressais vraiment à la mutualisation d'énergie dans des zones urbaines et au fait de partager cette énergie. Et au départ, j'avais considéré donc ces initiatives énergétiques locales comme des communautés énergétiques, qui est justement un terme qu'on retrouve de plus en plus dans les travaux scientifiques et aussi notamment dans les réglementations européennes. Mais en fait, au fur et à mesure que je faisais mes revues de littérature et que je regardais mes terrains d'études, je me suis rendu compte que l'objet de la communauté énergétique ne correspondait pas à ce que j'observais et à mes études de cas. Et donc, j'ai été amenée à construire un objet de recherche plus spécifique pour pouvoir travailler sur mes cas et les analyser. Et donc, je me suis appuyée sur le concept de l'assemblage et j'ai construit un objet d'étude que j'ai appelé, donc c'est un grand mot, mais je le dis juste, mais ensuite je vous expliquerai rapidement, que j'ai appelé donc l'assemblage socio-énergétique local et urbain.
Donc du coup, je ne vais pas approfondir ce concept d'assemblage ici parce que ce n'est pas le but, mais juste j'explique à partir de schéma qui est un schéma d'une de mes études de cas à Nottingham. En fait, juste le concept d'assemblage permettait pour moi de considérer à la fois les humains comme les non-humains. Et ce qui était vraiment important pour étudier justement la fabrique de la ville, c'est que je pouvais m'intéresser aux éléments matériels, donc des réseaux d'électricité, des batteries, des bâtiments, etc., comme aux acteurs. Donc là, ce sont les rectangles qui sont sur le schéma. Et je pouvais m'intéresser aussi à tous les liens entre ces différents objets, aux contrats, aux réglementations. Et donc, le concept d'assemblage me permettait d'avoir cette vision plus constructiviste par rapport à ce que j'observais. Et donc, l'assemblage permettait une deuxième chose qui est donc importante ici, c'était par rapport à ma méthode et l'approche que j'ai utilisée, qui était justement d'avoir une approche inductive, c'est-à-dire de ne rien présupposer de ce que j'allais observer, mais bien de regarder justement chacun des acteurs et les objets techniques et matériels et voir comment se tisser des liens entre ces différents éléments. Donc, c'est à partir de mon objet de recherche donc, que j'ai appelé l'assemblage socio-énergétique local et urbain que j'ai analysé mes cas et testé mes hypothèses. Mais du coup, dans la présentation, j'utiliserai le terme pour que ça soit plus simple et que on puisse comprendre, soit d'assemblage socio-énergétique directement, soit de communauté énergétique. Voilà. Donc, j'en viens à la partie un peu plus méthodologie. Pour résumer, donc j'ai fait 4 études de cas dans 3 pays européens distincts, donc l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Et j'ai fait, donc c'était une approche qualitative, c'est-à-dire que ça correspondait bien pour moi dans mes démarches d'enquête au concept de l'assemblage, c'est-à-dire que je suis allée sur le terrain sans rien présupposer de ce que j'allais observer et en suivant ce que le terrain me montrait, que ce soit les acteurs comme les différents éléments de l'assemblage. Et donc, ce qui est important dans les 4 initiatives que j'ai choisies, qui sont donc affichées sur la carte, c'est bien 2 choses. C'est l'objectif de mutualiser physiquement l'énergie qui est produite localement, donc par des énergies renouvelables, et que cette mutualisation se fait entre des acteurs multiples. C'est-à-dire que ce n'est pas le même acteur qui produit et consomme et distribue pour lui-même l'énergie. Donc, je ne rentre pas non plus dans les détails des études de cas. Je pourrais y revenir ensuite dans les questions si besoin, et je donnerai quelques exemples au fur et à mesure dans les résultats. Donc, j'en viens à l'hypothèse que j'ai construite concernant la fabrique urbaine. Alors, donc, du coup, mon interrogation de départ, qui était de m'intéresser aux communautés énergétiques et donc plus précisément aux assemblages, c'était de savoir s'il pouvait y avoir, à partir de ces assemblages, des effets matériels et physiques sur l'urbain, puisque certains travaux de la littérature, notamment, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Fanny Lopez, identifiaient des changements dans les projets urbains où il y avait des lieux de production énergétique qui pouvaient devenir des symboles ou des totems, pour réutiliser le terme de Fanny Lopez. Et là, en image, c'est par exemple la centrale énergétique de Copenhague qui s'est aussi transformée en piste de ski. Et donc, à partir de cette littérature et aussi de plusieurs observations de terrain que j'avais, notamment à Londres, où j'avais passé un an dans une entreprise de construction, il y avait beaucoup de projets assez neufs de réinsertion de centrales énergétiques en zone urbaine qui devenaient vraiment des objets architecturaux importants. J'avais postulé qu'il pouvait y avoir des changements matériels majeurs qui étaient engendrés par les communautés énergétiques, ou donc les assemblages que j'ai définis au préalable. Et donc, mon hypothèse ici était que mon objet de recherche, donc les assemblages socio-énergétiques locaux et urbains, aurait pour effet une matérialisation et une spatialisation de l'énergie au sein de la fabrique urbaine et de son produit. Alors, pour répondre donc à cette hypothèse, finalement, j'ai eu 4 résultats importants qui viennent discuter et proposer des alternatives à cette hypothèse, je dirais. Le premier résultat donc, que je vais présenter est le fait que finalement les cas que j'ai étudiés se trouvaient dans une fabrique urbaine spécifique que j'ai qualifiée d'ordinaire. Le second résultat est le fait que pour insérer des moyens de production d'énergie renouvelable, l'ensemble des projets portés par les communautés énergétiques avaient, je dirais, aucune difficulté, donc une simplicité d'installation des moyens de production dans les zones urbaines.
alors que pour la mutualisation, donc là c'est mon troisième résultat, lorsqu'ils cherchaient à mutualiser la production énergétique, là, l'ensemble des projets que j'ai étudiés se heurtaient à beaucoup plus d'obstacles. Et enfin, mon dernier résultat concerne la mise en visibilité physique et matérielle de l'énergie dans l'urbain, qui au départ me paraissait être une question centrale qui serait traitée par les projets que j'étudiais. Et en fait, ça s'avère pas du tout être quelque chose que traitent régulièrement, je dirais, les communautés énergétiques que j'ai étudiées. Donc, je vais maintenant approfondir chacun des résultats que je viens de présenter. Donc, le premier, concernant la fabrique urbaine ordinaire. Donc, juste pour redéfinir peut-être la fabrique urbaine, pour moi, elle renvoie donc à des processus et des acteurs qui agissent pour produire et fabriquer des morceaux de ville. Donc, s'intéresser pour moi à la fabrique urbaine, c'est s'intéresser à la fois aux acteurs, aux processus, mais aussi aux produits de cette fabrique urbaine. Et donc, dans une première revue de littérature où j'avais regardé justement l'impact de l'énergie et des projets énergétiques sur la fabrique urbaine, l'ensemble des travaux que j'avais identifiés renvoyaient principalement à ce que j'ai appelé la grande fabrique urbaine, c'est-à-dire des écoquartiers, des grands projets d'aménagement, la prise en compte de l'énergie par des acteurs tels qu'une maîtrise d'œuvre ou des promoteurs. Et finalement, ce que j'observais dans les cas que j'ai sélectionnés, c'était très loin de ce type de projet. Par exemple, là, la photo qui est sur la slide, ça correspond au centre-bourg de la ville de Marmagne, dans le Cher, que j'ai étudié, donc qui est en France. Et j'étais plutôt sur des projets de rénovation ou dans des petits, des quartiers pas du tout neufs. Et donc, si vous voulez, les travaux qui traitaient de la grande fabrique urbaine ne correspondaient pas à ce que j'observais. Et donc, j'étais amenée à redéfinir ou à trouver une autre qualification du type de fabrique urbaine que j'observais. Et pour ça, je me suis appuyée donc sur les travaux notamment d'Isabelle Bacouche et de Nathalie Montel et aussi de la thèse de Lou Herman qui ont qualifié l'urbain et la fabrique urbaine d'ordinaire, c'est-à-dire qui renvoie à des pratiques et des interventions que l'on pourrait qualifier de tous les jours, de banales, de courantes ou d'habituelles. Donc voilà, ça c'est le premier résultat, c'est vraiment de dire, en fait, il y a un autre type de fabrique urbaine qu'on regarde peut-être moins ou qui est moins étudié, qui est cette fabrique urbaine ordinaire. Alors ensuite, je passe du coup aux résultats qui concernent l'insertion ou la mise en œuvre de projets de mutualisation d'énergie renouvelable dans cette fabrique urbaine ordinaire. Et donc mon premier résultat sur ce point était, je me suis concentrée d'abord sur l'insertion des moyens de production. Effectivement, pour mutualiser de l'énergie, il faut d'abord la produire localement. Et donc, j'ai regardé comment se faisait cette insertion de moyens de production. Et ce que j'observe, c'est qu'il semble y avoir une relative simplicité d'installation des moyens de production dans les cas que j'ai étudiés. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs éléments qui, combinés, faisaient qu'à chaque fois, les acteurs ne rencontraient aucune grande difficulté à installer. Et donc, j'ai identifié 3 points importants. Le premier, c'est le fait qu'il y ait des parcelles privées et l'unicité de la propriété de la parcelle. Ensuite, le fait que la capacité des installations soit relativement faible, c'est-à-dire que dans des zones urbaines, on ne pouvait pas installer des grands parcs éoliens ou des grandes quantités de panneaux solaires. Et enfin, le caractère urbain, donc c'est-à-dire le fait que ce soit des zones plus ou moins denses, hein, mais construites, qui soient choisies en fait pour déployer les moyens de production. Donc, je vais expliquer un peu ces 3 points. Donc, la question de la parcelle privée, en fait, chacun des cas montre que les dispositifs qui réglementent l'utilisation de la propriété, qui sont des dispositifs de la fabrique urbaine ordinaire, donc qu'est-ce qu'on peut installer sur sa parcelle, qu'est-ce que disent les plans d'utilisation des sols, etc., n'étaient jamais contraignants pour l'installation des moyens de production. Alors que plusieurs travaux, notamment en droit, viennent expliquer que dans plein de pays, souvent, les réglementations d'utilisation des sols ou d'utilisation des toitures, etc., sont très contraignantes et ne permettent pas toujours d'installer des panneaux solaires ou autres moyens de production. Alors que dans mes cas, je ne l'ai pas du tout observé. De même, d'après toujours cette littérature en droit, certaines indiquent qu'il y a des réglementations qui vont limiter les capacités d'installation. Par exemple, ce que j'ai vu, c'était au Pays de Galles,
dès que une installation de panneaux photovoltaïques dépassait 50 kW crête, il fallait que le porteur du projet réalise une concertation avec l'ensemble des habitants, fasse des études plus approfondies. Et donc, ce que faisaient les porteurs de projet, c'est que finalement, ils diminuaient leur capacité de production pour ne pas avoir à répondre à ces différentes contraintes. Donc, pour moi, ça signifie que les projets vont en fait se déployer majoritairement là où il n'y a aucune réglementation spécifique qui vient les contraindre, ou alors, lorsqu'une contrainte existe, par exemple cette réglementation sur les 50 kW crête, les acteurs du projet vont trouver une solution pour l'éviter. Et enfin, ce que j'ai aussi observé à partir de mes cas, donc, qui étaient pour moi justement toujours dans des zones plutôt bâties et denses, puisque je m'intéressais à la fabrique urbaine, c'est que souvent les acteurs, comme c'est des projets qui sont, je dirais pas, ils sont pas uniques et que les acteurs de ces projets ont aussi développé d'autres types de projets qui sont pas forcément en zone urbaine. Notamment, ils ont développé des parcs à l'extérieur avec des moyens de production bien plus importants en termes de capacité. Régulièrement, les acteurs venaient comparer en fait ce qu'ils avaient fait dans ces parcs par rapport à ce qui se passait dans les zones plus denses et urbaines. Et ce qui ressort, c'est que pour eux, installer des moyens de production dans des parcs, donc dans des zones plus naturelles et non construites, était beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que ils devaient faire des études environnementales, ils devaient faire des consultations, ils devaient négocier avec, par exemple, la chambre d'agriculture sur l'utilisation des sols, etc. Alors que, justement, dans les zones bâties denses que j'ai étudiées, il n'y avait jamais ces types de contraintes. Et donc, l'analyse ici, c'est que les situations et les contextes de déploiement, en fait, que j'ai étudiés accueillent favorablement les dispositifs techniques qui étaient effectivement précédemment étrangers à la fabrique urbaine ordinaire, c'est-à-dire qu'avant, on n'installait pas des moyens de production en zone urbaine, mais que les acteurs qui portent les projets ont su trouver des interstices qui sont propices et favorables au sein de la fabrique urbaine ordinaire pour déployer ces moyens de production. Alors que lorsqu'ils cherchent à mutualiser physiquement l'énergie, là, ils rencontrent beaucoup plus de problématiques, de contraintes, et notamment des contraintes qui sont liées aux réglementations. Alors là, j'ai 3 points importants qui limitent en fait régulièrement les acteurs dans la mutualisation de l'énergie qu'ils ont produite localement. Alors, il y a d'abord la mutualisation de l'électricité, où dans les 3 pays que j'ai utilisés, il est interdit, si on n'est pas gestionnaire de réseau de distribution, donc si on n'a pas une licence spécifique, de gérer un réseau de distribution. Ensuite, pour mutualiser de la chaleur, là c'est le cas allemand, donc dans la ville de Saarbeck. La commune qui a voulu construire un réseau de chaleur a dû modifier le code communal de fonctionnement économique du Land dans lequel elle se trouvait. Donc le Land, c'est comme une région en Allemagne, pour pouvoir vendre de la chaleur alors qu'il lui était interdit d'avoir une activité économique au préalable sur la vente d'énergie. Et enfin, ce qui était aussi intéressant, notamment dans les cas français, c'est que quand il y avait quand même un même acteur sur une même parcelle, donc, mais où il y avait plusieurs habitations ou alors plusieurs bâtiments, régulièrement, il y avait, je dirais, des levées de boucliers du gestionnaire de réseau qui venait solliciter le droit du consommateur électrique, qui est donc inscrit dans le droit européen, et qui empêchait de développer les projets de mutualisation qui étaient prévus. Néanmoins, malgré toutes ces contraintes, ce que j'ai observé, c'est que les porteurs de projets trouvent des solutions pour quand même réussir à mutualiser physiquement l'énergie. Et ces solutions, elles sont trouvées par bricolage, par tâtonnement, dans ce cadre contraignant. Et donc, pour que les projets adviennent, ce que j'ai analysé, c'est que les solutions trouvées, en fait, se trouvent dans des failles, des interstices de ce qui est possible, soit techniquement, soit légalement, et à la fois dans le champ de la fabrique urbaine ou de la fabrique énergétique. Je passe donc au dernier résultat qui concerne là plutôt la mise en visibilité physique. Donc, je vais revenir un peu sur ce terme de visibilité. Alors, juste dans la littérature, on trouve régulièrement des travaux qui mentionnent et qui expliquent que historiquement, les systèmes énergétiques ont été invisibilisés de l'urbain, à la fois physiquement et socialement. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas matériellement, mais aussi socialement, c'est quelque chose dont les gens ont très peu conscience.
Et les travaux récents sur l'impact de l'énergie sur la fabrique urbaine tentent à annoncer ou à expliquer qu'il y aurait une possible remise en visibilité de l'énergie du fait des questions de transition énergétique et de la réinsertion de moyens de production en ville. Alors moi, je me suis concentrée sur une définition de la visibilité plutôt physique, puisque je n'ai pas fait de sociologie, et que j'ai défini comme la capacité à percevoir les éléments matériels depuis l'espace public, et donc urbain, l'espace urbain. Et donc finalement, parmi les 4 projets que j'ai étudiés, la mise en visibilité physique ne constitue vraiment pas un objectif en soi, mais c'est plutôt un résultat qui serait indépendant de la volonté des acteurs et qui serait plutôt une conséquence des contraintes technico-spatiales des moyens de production. Et donc, juste pour détailler rapidement, il y a quand même 3 types de visibilité que j'ai pu observer et détailler. Il y avait quand même un cas qui est le cas allemand où il y avait une mise en visibilité qui était souhaitée et mise en avant, avec notamment le travail autour du concept de transparence. Donc c'est l'image du dessus où voilà, ils voulaient que les chaudières soient accessibles depuis la rue, qu'on puisse voir. Mais la majorité des cas étaient plutôt dans ce que j'ai appelé donc une mise en visibilité involontaire des systèmes énergétiques. Et enfin, on garde pour beaucoup de systèmes, notamment les batteries ou les différents capteurs, câbles, etc., un maintien de l'invisibilité, soit pour des conditions esthétiques, soit pour de la protection des éléments, notamment les batteries qui ont une certaine valeur lorsqu'elles sont et qu'elles doivent être mises à l'extérieur. Donc pour conclure sur finalement mon hypothèse qui se demandait si la fabrique urbaine était et son produit était modifié par les communautés énergétiques, finalement ce que j'observe c'est que ce n'est pas tant la forme urbaine ni sa trame qui sont modifiées, mais plutôt, puisque c'était vraiment des cas de rénovation en fait que j'ai regardé, mais ce sont plutôt les mécanismes et les processus de la fabrique urbaine ordinaire qui sont amenés à changer. Je vous remercie pour votre attention et j'en ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, Flora, pour cette présentation très claire et très intéressante. Je propose à Inès de commencer sa présentation tout de suite. Et puis ensuite, on en viendra à un certain nombre de questions posées par Sylvie Laroche. Okay, merci Silver. Et bonjour à tous et à toutes. Comme Silver a déjà introduit, je suis Inès Ramirez, postdoctorante dans les programmes EcoCESA. Et là, je veux présenter une recherche qui est toujours en cours, qui s'intitule « La fabrique de la ville à l'heure des injections énergétiques, urbanisme, autoconsommation collective et prise de décisions négociées », qu'on a réalisé en collaboration avec Silver Tribou et Gilles Lévissé. Donc, tout d'abord, je vais commencer par introduire la notion d'expérimentation et en lien avec des nouvelles configurations sociotechniques. Et pour juste dire rapidement que l'intégration des opérations d'autoconsommation collective au sein du processus de conception des projets urbains amène aujourd'hui à des processus d'expérimentation qu'on peut relier à la définition apportée par Singer en 2015, qui dit le suivant. Il dit qu'en fait, il s'agit des initiatives qui incluent une variété d'acteurs sociaux engagés dans un objectif d'apprentissage collectif et social par rapport à une nouvelle configuration sociotechnique. Ensuite, il affirme aussi qu'il s'agit pour la plupart de démarches appliquées, fondées sur une pratique plutôt développée dans des conditions réelles que derrière des murs d'un laboratoire fermé, impliquant les bricolages des nouvelles configurations sociotechniques qui tend à combiner des innovations techniques ou sociétales. Et aussi, il dit que ce sont des initiatives qui surviennent bien dans un contexte de forte imprévisibilité par rapport à des développements sociotechniques futurs, c'est-à-dire immergés dans un contexte d'incertitude profonde. Donc, par rapport à ces 3 points, nous partons de l'hypothèse que les processus conjoints de conception des espaces urbains au périurbain et tout en incluant des opérations d'autoconsommation collective, constituent une nouvelle configuration sociotechnique
qui implique un certain niveau d'imprévisibilité et d'incertitude dès lors l'introduction des nouvelles technologies, des nouveaux dispositifs techniques, urbains et énergétiques, des nouveaux acteurs, des nouvelles configurations d'acteurs, et que cela amène à encourager des situations d'expérimentation. Donc, on se pose la question, donc, comment cette dernière, c'est-à-dire comment l'expérimentation, fournit et permet de révéler des conditions d'apprentissage pour les acteurs qui participent de la conception urbanistique et énergétique. Donc, pour répondre à cette question, on s'est intéressé à deux projets d'aménagement. Et les premiers, il s'appelle Blue Factory, il est en Suisse, à Fribourg. Le deuxième, c'est l'Équamo des Granges, qui est situé à la motte Servolex, ici en France. Et nous les avons choisis pour fondamentalement trois questions. La première, c'est qu'il s'agit de deux projets qui ont des ambitions très fortes en termes de production et de consommation d'énergie renouvelable in situ, c'est-à-dire dans les périmètres du projet. Ensuite, qu'il s'agit des projets assez innovants, puisqu'ils utilisent des technologies, des systèmes énergétiques complexes, hybridant des sources électriques produites in situ, notamment à travers des panneaux photovoltaïques, mais aussi ils incluent des systèmes de réseaux chaleur et froid. Et ensuite, qu'il s'agit de deux projets qui sont en cours de conception, c'est-à-dire qui nous permet d'analyser et observer les échanges, les processus de négociation entre les acteurs impliqués. Et je pense que nous pensons, en fait, que c'est intéressant de souligner qu'il s'agit de deux projets on peut discuter sur la pertinence de parler des communautés énergétiques, puisque les consommateurs et les producteurs n'existent pas aujourd'hui. Par contre, on pourrait soutenir l'hypothèse qu'il s'agit des communautés énergétiques, puisque c'est des acteurs qui collaborent dans un processus d'apprentissage collectif pour favoriser dans le futur l'implantation des démarches d'autoconsommation collective au sein de ces projets. Donc, c'est un objectif en soi qui apparaît lors de nos entretiens avec les acteurs qui participent à la conception de deux projets. Et juste pour décrire sommairement ces deux projets, on fait un point, je ferai un point sur les types d'acteurs qui interviennent dans cette conception articulant objectifs énergétiques et urbanistiques. Pour la Blue Factory, il y a eu un acteur clé qui est la maîtrise d'ouvrage urbaine, qui est une société anonyme qui s'appelle Blue Factory également, et qui s'agit de l'entité qui a initié et qui a favorisé les débats autour de l'implantation d'une opération d'autoconsommation collective dans les futurs quartiers en cours de conception. Ensuite, il y a les porteurs de ces projets énergétiques, et notamment énergétiques, qui est la maîtrise d'œuvre énergétique portée par les distributeurs et les gestionnaires locaux de distribution des chaleurs de Fribourg. Et après, il y a plusieurs partenaires. Donc, certains font partie de partenaires qui s'intéressent par des questions urbanistiques et architecturales. Et une autre partie des acteurs partenaires qui s'agit en gros des aides à la maîtrise d'œuvres et d'ouvrages et qui s'intéressent par des questions énergétiques et plus largement pour des questions environnementales et de développement des énergies renouvelables. Donc, par rapport à les spécialités que chaque projet peut prendre, et pour la Blue Factory, il s'agit de produire et de consommer une énergie produite localement à travers des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire une énergie électrique, et comme j'ai déjà dit, un hybridant de systèmes électriques et des consommations de chaleur, de production de chaleur locale. Ensuite, il faudrait faire un point aussi sur l'Équamo, qui est lui-même, il est aussi porté par initié pour une autorité locale, qui est la commune de la motte Servolex,
Et c'est un projet énergétique et urbanistique, encore une fois, qui est porté par une maîtrise d'ouvrage urbaine. Et il s'agit d'une SPL de la Savoie qui s'intéresse énormément pour la question énergétique, mais qui elle-même ne porte pas la question précise de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que la question de l'autoconsommation collective, elle est plutôt encouragée par les autorités locales et plus concrètement pour les maires de la Motte-Servolex. Dans ces processus de conception collective énergétique et urbanistique, on a des partenaires qui s'intéressent notamment dans ces cas-là, et c'est des partenaires qui s'intéressent énormément pour la question des énergies et des questions environnementales et réglementaires. Et il y a juste une maîtrise d'ouvrage qui porte les questions urbanistiques et architecturales, mais qui s'est fait aider par ses partenaires spécialistes en questions énergétiques et environnementales. Et comme pour l'autre cas, il s'agit d'un système de production et de consommation énergétique in situ, porté par des panneaux photovoltaïques, mais aussi aidé par un projet de distribution des chaleurs et des froids, qui est un projet en cours qui relie un secteur qui s'appelle les Triangles Sud. C'est un grand secteur à projet. Et dans ces grands projets énergétiques, il s'agit de profiter des potentiels énergétiques d'un lac qui est situé juste à côté de ces grands secteurs et qui fournit un réseau de chaleur et de froid. Donc, après la description de ces deux cas d'études, qu'on analyse notamment par une méthodologie qualitative qui s'appuie sur l'étude des documents réglementaires urbanistiques et énergétiques, mais aussi sur toute une série d'entretiens semi-directifs qu'on a pu faire avec les acteurs clés qu'on a déjà nommés. On a pu observer dans un premier temps, à travers les cas de la Blue Factory, quelques résultats préliminaires qu'on peut résumer en 3 points. Et ces 3 points se focalisent sur une question de dépendance entre les projets énergétiques et les projets urbanistiques, et c'est là à plusieurs niveaux. Les premiers niveaux, c'est une forte dépendance spatiale entre les dispositifs urbanistiques, comme les réseaux viaires, comme les bâtiments à construire aux bâtiments existants, et puis les dispositifs de production, captation et distribution des énergies renouvelables, par exemple les panneaux photovoltaïques ou les réseaux de chaleur qu'il faut intégrer dans les nouveaux quartiers. Donc, juste pour faire un point rapide sur ce type de dépendance, on s'est rendu compte qu'en fait, certaines étaient repérées, par exemple la question de la morphologie des bâtiments et la question de la captation solaire. Et là, on a identifié une type de dépendance qui n'aide pas à atteindre les objectifs énergétiques, qui est par exemple le fait d'installer des panneaux photovoltaïques à côté et au nord d'une morphologie urbaine d'auteur importante, des tours, qui provoquent des ombres sur les panneaux photovoltaïques, ce qui empêche une captation optimale du solaire. Donc, il y a certaines dépendances qui s'avèrent synergiques, qui contribuent aux objectifs communs. Il y a d'autres dépendances qu'on a repérées à travers d'un travail d'analyse morphologique et spatiale qui n'ont pas été repérées par les acteurs intervenants du processus de conception. Ce qui nous amène à une première conclusion, et c'est celle de dire que peut-être il y a des outils manquants dans les processus négociés des conceptions architecturales et urbanistiques. Et après, on s'est rendu compte également que cette dépendance, elle se manifeste à plusieurs échelles. C'est-à-dire, c'est des dépendances qui ne se limitent à l'échelle du quartier, dans les périmètres du quartier, mais qui vont au-delà de ces périmètres. Et par exemple, encore une fois, pour utiliser l'exemple des morphologies urbaines qui empêchent une captation solaire optimale, on a repéré des bâtiments de grande hauteur situés juste à côté du quartier en cours de construction, qui probablement vont empêcher une captation solaire importante. Ensuite, le troisième niveau de dépendance qu'on a repéré, c'est des dépendances
dans les phasages du projet. Et là, à travers l'analyse de la Blue Factory, on s'est rendu compte que cette articulation entre projet urbanistique et projet énergétique s'est réalisée de façon séquentielle. C'est-à-dire que dans un premier moment, les deux objectifs énergétiques et urbanistiques ont suivi un développement parallèle. Tout au début d'un projet, c'était des objectifs qui ont été annoncés en même temps. Mais au fur et à mesure, la question énergétique elle a été abandonnée et récupérée quand la morphologie urbaine et les plans de masse du quartier étaient déjà arrêtés. C'est-à-dire que la conception énergétique est arrivée pour s'implanter sur une configuration urbaine déjà arrêtée. C'est-à-dire que cette configuration urbanistique peut impacter négativement sur les projets énergétiques et en même temps, ces projets énergétiques vont conditionner énormément les designs architecturaux de bâtiments à réaliser. Donc, il y a des interdépendances qui dépendent aussi du moment où les discussions énergétiques et urbanistiques ont lieu. Donc, suite à ces trois types de dépendances et ces premiers résultats préliminaires, on a continué nos réflexions, toujours autour de la Blue Factory, mais aussi de l'Equamo, pour essayer de qualifier la nature des expérimentations qu'on a pu repérer tout au long de cette nouvelle conception d'une nouvelle configuration sociotechnique. Et là, ces qualifications vont s'appuyer sur trois points. Déjà, la façon dont les deux projets prennent en compte des incertitudes. Ensuite, elle s'appuie sur les modalités d'engagement des acteurs qui participent à la conception conjointe des deux projets. Et ensuite, sur les modalités des prises en compte de l'autoconsommation collective dans les projets urbains. Donc, là, on trouve quelques différences par rapport à ces trois types d'expérimentation, à ces trois types de facteurs qui vont définir les expérimentations menées dans les deux projets. Et c'est que, par exemple, par rapport à la prise en certitude, quand en question technique, elles ont été abordées pour la Blue Factory en mettant l'accent, par exemple, sur les technologies, des technologies énergétiques connues. C'est-à-dire que c'est une façon d'évacuer les incertitudes. À partir du moment où on met l'accent sur les technologies connues, une partie des incertitudes sont dégagées. Donc, pendant les processus de conception de la Blue Factory, de projet énergétique, on se rend compte que l'accent n'a pas été mis sur la production électrique par des panneaux photovoltaïques, mais sur les réseaux de chaleur, qui a été finalement les ressources énergétiques principales pour ces quartiers. Et la raison, c'est qu'en fait, les acteurs qui ont intervenu dans ces processus de conception de projets énergétiques, c'est des experts sur la question de réseau de chaleur. Et voilà, ils ont mis l'accent sur une technologie connue. Par rapport à l'Equamo des Granges, par exemple, cette question de la technologie a été abordée autrement. Et par exemple, l'incertitude, ça a été l'incertitude par rapport aux nouvelles technologies a été abordée d'une façon un peu plus incrémentale depuis le début des réflexions à travers plusieurs types des études énergétiques et environnementaux qui ont été menées très en amont et presque avant que les réflexions urbanistiques et énergétiques. Il y a d'autres questions, d'autres types d'incertitudes comme les financières qui ont été abordées aussi de façon différente, mais on ne va pas s'arrêter énormément sur ces questions-là parce que je pense que pour définir l'expérimentation, c'est peut-être plus intéressant d'insister sur comment les acteurs ont intervenu. Et comme ça a été déjà avancé, les acteurs des énergies pour la Blue Factory ont intervenu bien après la conception urbanistique, c'est-à-dire qu'ils ont arrivé après l'arrêté de ces plans de masse et ces questions plus urbanistiques. Et pour conclure, il faut dire qu'en fait, cette question énergétique n'a pas trop modifié les questions morphologiques associées plutôt à l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, la collaboration a suivi plutôt un passage séquentiel.
Par contre, pour l'équipement des granges, cette collaboration, on peut dire qu'elle est beaucoup plus continue. C'est une collaboration permanente et les discussions ont tenu lieu tout au long de la discussion conjointe. Par rapport aux technologies et la façon dont l'autoconsommation collective a fait partie de 2 projets, et on a repéré un type d'expérimentation qui est très intéressant, et c'est la mobilisation des prototypes dans les 2 cas. Pour les cas de la Blue Factory, effectivement, il y a eu 2 bâtiments qui ont été construits dans l'objectif de tester la captation et la production d'énergie, des énergies électriques. Et ces 2 bâtiments qui ont été construits pendant que les travaux d'adéquation du quartier ont commencé, c'est-à-dire que c'est du bâtiment qui ont été construits bien en amont des travaux généraux pour les quartiers, dans l'objectif de vraiment tester des solutions énergétiques possibles, et aussi pour voir comment une réglementation qui n'est pas arrêtée, parce que c'est vrai que la réglementation autour de la mutualisation énergétique au sein de nos quartiers en Suisse, ce n'est pas une réglementation arrêtée, c'est un cours de réflexion. Et voilà, donc ces 2 prototypes sur la forme des bâtiments ont permis déjà réfléchir autour de la réglementation sur cette nouvelle question de production et consommation in situ d'énergie renouvelable. Par rapport à l'équipement des granges, effectivement, il y a eu aussi la construction d'un prototype situé en dehors du quartier et qui permet de tester les réglementations en cours publiées en France en 2017 et voir comment cette prototype pourrait être répliqué et pourrait être appliqué dans les futurs quartiers et qui sera construit, qui sera commencé en cours des constructions dans 1 an, plus ou moins. Donc, à travers de ce type de cette qualification d'expérimentation, on a pu identifier 4 conditions qui ont permis un apprentissage collectif des acteurs engagés dans cet objectif commun de produire et consommer des énergies renouvelables au sein d'un nouveau quartier. Donc, la première question, c'était l'importance d'un acteur qui a facilité et qui a encouragé le développement de l'autoconsommation collective tout au cours d'une réflexion collective autour des nouveaux quartiers. Donc, pour les cas de l'équipement, il s'agit d'un acteur avec un pouvoir politique important, c'est-à-dire les maires de la motte Servolex. Pour l'équipement, pour la Blue Factory, il s'agit du chef de projet qui a, depuis le début des processus de conception, a manifesté un intérêt très, très important pour le développement des énergies renouvelables au sein du quartier. Ensuite, la déjà mentionnée réalisation de prototypes qui reproduit à une échelle petite les conditions qui pourront être mises en place dans un futur quartier à la grande échelle. Ensuite, l'articulation permanente de la réflexion urbanistique et la réflexion énergétique qui permet des échanges permanents entre tous les acteurs et tout au long de toutes les phases du projet. C'est-à-dire que cette réflexion part de premières idées, des esquisses de projet jusqu'à la finalisation du projet. C'est-à-dire c'est un accompagnement mutuel que les acteurs de l'énergie et les acteurs de l'urbanisme se font et qui nourrit effectivement un apprentissage collectif et qui est finalement possible grâce à quelques objets intermédiaires. Et là, je reviens au dernier point de facteurs qui ont favorisé l'apprentissage collectif des acteurs. Et c'est les objets intermédiaires humains ou pas humains. Par exemple, lors de nos analyses spatiaux, on s'est rendu compte que la matérialisation et la spatialisation de dispositifs énergétiques, c'était pas du tout une question évidente, ni pour les acteurs de l'urbain, ni pour les acteurs politiques. C'est-à-dire qu'il y a un manque des outils qui permet la traduction spatiale des dispositifs énergétiques. En même temps, il y a aussi un besoin de traduction permanente des enjeux, puisque les acteurs des énergies et les acteurs de l'urbain appartiennent à des mondes techniquement complexes qui ne mobilisent pas, par exemple, un langage partagé.
C'est-à-dire que la présence d'un acteur intermédiaire comme un conseiller énergétique, qui a été repéré pour les cas des Blue Factory, s'est révélé un facteur très important qui a permis la traduction et l'apprentissage collectif et la compréhension collective des enjeux. Et puis, pour finir, avec ma présentation, je voudrais juste signaler que l'intégration de l'autoconsommation collective dans un processus de conception spatiale augmente la complexité technique qui est déjà très important entre deux mondes éloignés comme les énergies et l'urbanisme, et qui s'implique des questions de problématiques de compréhension entre les acteurs impliqués. Ensuite, cette complexité a demandé une certaine hybridation des champs professionnels. Et là, l'expérimentation est devenue une espèce une méthode d'action qui peut se manifester différemment en fonction de la façon dont on gère l'incertitude, aussi de la façon dont les acteurs impliqués s'engagent dans les processus collectifs de conception. Et aussi, ça dépend de la façon, de la modalité d'intégration de l'autoconsommation collective dans un projet urbain, soit par une mobilisation de plusieurs scénarios énergétiques à développer au fur et à mesure qu'on développe les projets urbanistiques, et ça c'était le cas de la Blue Factory, soit comme un modèle à produire à la petite échelle à travers d'un prototype et qui sera testé dans les temps réels et qui finalement permettra de comprendre si ce modèle il est applicable à la grande échelle ou pas. Donc, finalement, on a identifié les conditions qui permettent un apprentissage collectif de tous ces types d'acteurs qui interviennent dans les processus de conception d'un projet urbanistique qui a des objectifs énergétiques très forts. Et c'est plusieurs phases qui ne sont pas ordonnées, qui peuvent intervenir à des moments différents et qui sont la promotion et rend facile la communication et les échanges entre les acteurs. Une traduction une traduction des objectifs par l'utilisation des objets intermédiaires et un test des possibles solutions à travers la mobilisation des prototypes pour évaluer les effets à la petite échelle qui seront peut-être applicables à la grande échelle, et une articulation permanente entre les phases de conception du projet énergétique et des projets urbains, qui permet finalement une échange permanente entre des professionnels qui appartiennent à des cadres, des champs d'action très différents. Et donc voilà nos conclusions pour l'instant. Et on apporte une bibliographie sommaire de toute cette question. Et on vous invite à nous poser des questions si jamais cette communication vous a interpellé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Inès pour cette belle présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à un ensemble de questions posées donc par Sylvie Laroche qui est à côté de moi. Thank you very much Inès for your really interesting presentation. I propose to begin about a discussion with Sylvie Laroche, who will have different questions for Flora, first of all, and secondly for Inès. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation à animer cette session. Merci à toute l'équipe d'EcoCESA qui est là autant scientifiquement que techniquement pour réaliser ces webinaires. Je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie aussi à vous deux d'avoir présenté ce matin. C'est toujours un petit challenge aussi de pouvoir présenter et communiquer ces résultats. Donc qui étaient l'une comme l'autre très bien expliquées, et aussi très bien présentées graphiquement. Alors, ce que je propose, parce que je vois qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat, j'ai 3 questions pour les 2 présentations. Peut-être que je vais commencer par regrouper mes 3 questions auprès de Flora Aubert.
Et puis, peut-être qu'on pourra reprendre les questions du chat par la suite. Et puis après, faire la même chose pour Inès Ramirez. Très bien. Alors, alors on va commencer pour Flora Herbert. Donc, encore merci. Et les 3 questions que j'ai, la première est vraiment une question de base, mais je vois que ça rejoint aussi d'autres interrogations. Ce serait de revenir sur la méthode à la fois que vous avez présentée rapidement. Vous avez expliqué plus la posture, mais est-ce que vous pourriez expliquer plus concrètement comment vous avez pu observer ou fait des entretiens avec qui et comment? Voilà, c'est plus revenir peut-être sur cette première étape avec le choix des terrains, pourquoi ces terrains-là et surtout au regard de l'hypothèse que vous avez posée. La deuxième, c'est aussi de question, c'est se dire bon dans cette fabrique urbaine, concrètement, qu'est-ce que ça a modifié d'un point de vue architectural et urbain, dans la matérialité? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a eu aussi une innovation, une recherche ou une attention plutôt sur les matériaux choisis, sur leur origine, sur la performance de ces espaces aménagés? Donc, c'est aussi se dire, dans cette fabrique urbaine, est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce que c'était un objectif? Ou est-ce que ça a été mis de côté? Au contraire, est-ce qu'on est passé sur une volonté d'avoir peut-être une conception plus sensible à des dispositifs voire originaux, voire même plus classiques de serre ou de mur-trombe ou autre. Voilà. Donc, concrètement, comment ça s'est matérialisé? Je trouve ça, c'est le côté archi qui ressort, mais c'est aussi toujours intéressant de se poser la question, comment concrètement on prend en compte, est-ce qu'on est obligé ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est maintenant inscrit dans le processus? Et puis la troisième question, c'est aussi, puisque nous avons les mêmes références avec les travaux de Fanny Lopez, qu'on avait invité en début d'année lors d'un séminaire EcoCESA. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec elle, mais aussi échanger sur ces travaux qui sont très foisonnants. Et c'est revenir aussi sur cette notion de totem urbain. Donc, vous avez montré la fameuse déchetterie de Copenhague réalisée par l'architecte Big. Donc, c'est pas non plus anodin dans ce choix de lieu, de forme. Mais vous parlez de visibilité, mais il y a aussi un autre élément que Fanny Lopez parle, c'est aussi de l'expérience. Quelle est l'expérience qu'on fait visible? Alors, si on reprend encore cette déchetterie, tous les tant de tonnes de déchets brûlés, il y a un nuage de fumée un peu comme une cigarette qui s'échappe et qui permet aux habitants de se dire on a quand même mis encore tant de tonnes de déchets. Ça nous rappelle aussi que la production, le lien, l'expérience, la visibilité, mais aussi maintenir aussi dans un certain imaginaire. Et puis après, ce projet de Big, il y a aussi l'expérience de pouvoir avoir une multifonctionnalité de ces espaces. Alors là, on est vraiment dans l'architecture, très visible, très totem, voilà, très quasiment, on pourrait dire bling-bling. Mais il y a aussi d'autres exemples d'architecture où elle parlait aussi de multifonctionnalité. Je pense au bunker où il y a le restaurant qui est dedans. Donc, ça veut dire la visibilité, la vue, mais il y a aussi d'autres expériences. Les sens haptiques, les sens peut-être sonores ou autres. Et voilà, ce serait ma troisième question pour vous, c'est-à-dire est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas que de la visibilité, il y a aussi peut-être l'expérience associée, la multifonctionnalité, l'hybridation, la réversibilité, l'adaptabilité, quelque chose qu'on parle peut-être de peu. Quels sont les usages et pratiques liés à ces communautés énergétiques? Quels sont le confort aussi qu'on peut questionner dans ces projets-là? Just perhaps one moment, I propose to translate really shortly Merci in beaucoup. English the different questions that
that will be asked from Sylvie Laroche. First of all, a first question to invite Flora to come back on the context and the method of her thesis. A second question about how did the energy systems had impact on material dimension of the making of the city. If I synthesis really shortly the question, and the third question about the way that energy totems or energy and earth totems or perhaps flagships. What kind of impact in terms of sensitive experience are caused by these kinds of totem, and particularly through the example of Copenhagen that you showed, Flora. Thank you very much. Merci beaucoup pour ces questions. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. Donc, pour la méthode, effectivement, donc, mes études de cas, donc, je les ai menées à la fois en faisant donc, des visites de terrain et aussi sur mes analyses de documents. Vu que moi, j'ai vraiment, du coup, un profil d'ingénieur au départ, j'ai fait vraiment des analyses de compréhension de tous les systèmes techniques. Donc, j'ai regardé les cahiers des charges, les appels d'offres s'il y en avait. J'ai beaucoup regardé les réglementations nationales et locales parce que donc du coup j'avais 3 pays différents et quand on discute avec les gestionnaires de réseau, faut comprendre à chaque fois dans quel contexte ils s'inscrivent, etc. Donc j'ai analysé chacun de ces contextes et j'ai regardé aussi toutes les communications qu'il y avait sur ces projets parce que et j'y reviendrai du coup finalement dans la troisième question, mais il y a beaucoup de communication, donc une occupation de l'espace public en fait communicationnel. C'est-à-dire qu'ils vont faire des articles dans les gazettes locales, ils vont publier dans les journaux nationaux des articles, ils vont passer à la télé dans les journaux télévisés, ils vont aller à différentes conférences. Donc voilà, j'ai regardé aussi toutes ces communications-là pour chacun des cas et que j'ai complété avec des entretiens semi-directifs pour tous mes cas. Avec à chaque fois, il y avait globalement une dizaine d'acteurs prépondérants. Et ce qui m'intéressait justement, c'était de regarder à la fois les acteurs techniques, leur vision, et aussi les gens qui utilisaient et qui s'investissaient dans les projets. Donc du coup, il y avait dans ces entretiens, il y avait généralement toujours un gestionnaire de réseau, des personnes qui étaient conceptrices, mais souvent il y avait des doubles casquettes. Donc souvent on avait des personnes, des élus ou des gens qui travaillaient en France, on a les syndicats d'énergie. En Allemagne, c'est les Stadtwerke, on pourrait dire, qui s'occupent de la gestion des énergies. Donc voilà, il y avait ces personnes-là. Il y a régulièrement des associations ou des collectifs. Au Royaume-Uni, on les appelle ils s'appellent d'eux-mêmes des communautés énergétiques, donc j'ai aussi rencontré ces personnes-là. Donc voilà, j'ai fait le tour à chaque fois des personnes qui soit étaient propriétaires des moyens de production ou de consommation, ou soit avaient la responsabilité de la gestion des réseaux de distribution ou de la conception des moyens techniques. Donc voilà sur la méthode. Sur la deuxième question, donc sur le côté architectural et urbain, alors du coup pour revenir vraiment sur mes études de cas pour les resituer, en fait sur les études de cas, il y en a 3 où c'est que de la rénovation, et quand je dis rénovation, c'est-à-dire qu'en fait en anglais on dirait rétrofit, c'est-à-dire qu'on vient installer des moyens de production ou des batteries ou des nouveaux systèmes de capteurs dans des bâtiments déjà existants. Et un seul des autres projets, c'était le cas des Colibres à Fort-Calquier, était de l'habitat neuf, mais c'était un projet de ces 11 habitations avec en partie de l'autoconstruction. Et donc, on n'est pas sur des gros projets où il faut aller, où en gros, ils se demandaient les matériaux, etc. Si c'était votre question. Et donc, du coup, si on prend juste le projet neuf, du coup, qui était celui des Colibres, pour répondre à cette question sur les matériaux et s'ils se posaient des questions architecturales. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient un projet d'abord d'habitat participatif avant d'avoir un projet de mutualisation d'énergie. Et donc, du coup, dans ce projet d'habitat participatif, qui était très engagé, je dirais presque, pas politiquement, mais quasiment en termes de transition énergétique et écologique, ils ont eu une démarche de faire des matériaux biosourcés, d'avoir une conception bioclimatique, etc. Et par exemple, l'insertion des moyens de production d'énergie renouvelable dans ce bâtiment neuf, pour eux, ça devait combiner plusieurs éléments. Et donc, en fait, les panneaux solaires, on le voyait c'était une des photos
bon, je sais pas si on peut pas montrer, mais en gros, c'est des casquettes qu'ils ont mis sur le bâtiment. Et donc, pour eux, ça permettait en fait de pas payer des casquettes. Donc, économiquement, en gros, ils gagnaient là-dessus pour installer leurs panneaux solaires. Et en même temps, ils installaient leurs moyens de production d'énergie dans les bâtiments. Alors que architecturalement, en fait, dans tous les autres cas, quand donc sur la question des matériaux, en fait, globalement, les panneaux solaires ou les batteries, ils n'ont pas beaucoup le choix sur d'où ça vient. Ouais. Et ils vont plutôt aller. Enfin, globalement, ils sont produits pas du tout localement. Et quand ils devaient choisir où les installer, donc là, dans la question de la matérialité sur les toitures, etc., c'était régulièrement plutôt des questions spatiales et techniques qui sont liées aux moyens de production. C'est-à-dire que régulièrement, quand c'est des panneaux solaires photovoltaïques, ils vont les installer orientés au sud et sur les bonnes pentes. Et ils vont pas du tout avoir d'autres réflexions autour de l'architecture et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer comme objet technique à partir de panneaux et justement faire ces questions de totem un peu urbain qui était votre troisième question. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce côté architectural et sur, vous disiez, les matériaux. Oui, puis est-ce que, même si c'est un projet comme vous avez cité dans les 3 premiers, est-ce que ça a incité à vouloir modifier ou, je sais pas, prendre conscience de toutes les différentes formes de consommation énergétique, se dire bon, bah, est-ce que ça induit aussi on va peut-être changer les nuits ou autre. Est-ce que ça implique aussi une réflexion qui là pourrait être plus spatiale et architecturale? Alors, en fait, finalement, dans les cas que j'ai choisis, c'était beaucoup le projet énergétique, l'entrée en fait des acteurs. C'était moins le projet urbain. Et donc, du coup, régulièrement, ce qui les intéressait, je dirais, c'était la mutualisation d'énergie. C'était le cœur du sujet. Et à côté, il y avait effectivement de la rénovation énergétique, de l'isolation, mais c'était pour eux un projet autre. En fait, ils voulaient, par exemple, à Marmagne, donc qui est une commune dans le Cher, c'est 3000 habitants et c'est la collectivité qui voulait mutualiser sur ces différents bâtiments à elle de l'énergie au départ. Ils disaient oui, vous inquiétez pas, nous on fait. Enfin, du coup, moi je travaillais pour Vinci Énergie, qui est Omexom, donc la marque sur les réseaux d'électricité de Vinci Énergie, et je participais à ce projet du côté de l'entreprise, donc du coup j'ai régulièrement assisté aux réunions. Et ils disaient oui, vous inquiétez pas, on a déjà prévu de changer les menuiseries, d'isoler, etc. Et ça rentrait pas dans le projet qui était de mutualiser l'énergie. Donc ils l'avaient intégré parce que pour la plupart de ces acteurs, les questions de transition énergétique et de réduction du carbone émis est importante. Et donc du coup, ils ont intégré ces démarches-là, mais ça fait pas partie des mêmes projets. Et c'est pareil dans la ville allemande, donc à Saarbeck, ils avaient en fait tout un. Pour le coup, là, c'est une ville où ça fait 15-20 ans en fait qu'ils ont initié beaucoup de projets énergétiques. Et il y avait un programme spécial sur la rénovation, mais qui était différent de l'installation de panneaux solaires et de la mutualisation. Donc, c'était jamais très lié en fait cette question-là. Je dirais architecturale et urbaine, qui du coup, moi, me perturbait beaucoup par rapport à mon hypothèse. Je me disais, bah oui, ils vont se poser la question de l'aménagement, etc. Et en fait, pas tant que ça. Et donc, du coup, sur les totems urbains, on est encore dans cette question justement de la réappropriation de l'énergie par justement les espaces et l'expérience. En fait, il y a un seul des cas qui correspondrait à ce que vous avez décrit aussi dans l'expérience, je dirais, de l'énergie, qui est le cas allemand donc de Saarbeck, où là, et c'est ce que je disais à la fin de ma présentation sur la mise en visibilité vraiment volontaire avec la question de la transparence, et ils ont fait tout un programme. En fait, ils avaient 3 piliers importants dans leur programme de transition énergétique pour la ville, et un des piliers s'appelait la transparence. Et dans cette question-là, ils ont transformé une ancienne école en chaufferie. Et cette chaufferie, elle avait plusieurs fonctions. Cette chaufferie, elle était donc chaufferie, mais juste à côté, il y avait une salle de réunion publique qui accueille à la fois des événements énergétiques, mais des événements autres. Par exemple, ils me disaient, quand ils sont jumelés avec une ville et qu'il y a une ville qui vient présenter des choses, ils vont dans cet espace-là, qui est du coup collé dans le même bâtiment. Et ils ont aussi installé les bureaux des techniciens de la ville dans ce bâtiment de la chaufferie. Et donc, ils ont mutualisé vraiment les fonctions au sein de ce bâtiment-là, pour que dès qu'il y ait des réunions publiques, etc., les gens viennent et
prennent conscience que ce lieu peut servir à plusieurs choses et voir les chaudières. Ouais. Et ils ont fait, en parallèle, par rapport à ce réseau de chaleur, ils avaient fait vraiment des choses visibles, c'est-à-dire qu'ils écrivaient en rouge, mais des choses grandes comme... bon, ça, ouais, je peux pas vous dire en centimètres, mais visibles d'assez loin, ils mettaient les kilowattheures consommés par chaque bâtiment. Et donc, ils ont créé des chemins, comme ça, dans toute la ville, avec les kilowattheures écrits en gros, pour rendre, pour le coup, sensible l'expérience de cette énergie. Mais pour y avoir été et pour avoir visité, il faut vouloir le voir pour le voir, je dirais. Il faut le chercher pour le voir. Après, j'ai pas vécu là, donc je j'ai pas cette conscience-là. Mais voilà, donc du coup, il y a, et en tout cas sur les autres projets, cette question du totem, de rendre l'énergie accessible, elle n'est pas du tout traduite spatialement ou physiquement, matériellement dans l'urbain, mais par contre, elle est traduite dans les communications. Beaucoup, il y a des réunions, on invite les habitants, il y a beaucoup plus de personnes intégrées autour de cette question de l'énergie qui participent, et ce sont justement plus seulement les acteurs de l'énergie, mais ce sont, comment dire, tout type d'acteurs. Finalement, il y avait des habitants, il y avait des entrepreneurs locaux en électricien qui sont 5 dans l'entreprise, et ben, finalement, ils ont appris à construire autrement les systèmes énergétiques, et donc plein d'acteurs finalement extérieurs au préalable à ces questions-là sont venus, sont montés en compétences et donc ont été intégrés à ces questions énergétiques-là. Ok. Très bien. Merci. Je relis une demande sur le chat. Si tu souhaites traduire quelques éléments que tu viens de dire en anglais, tu peux, si tu te sens. Si c'est pas le cas, mais n'hésite pas. Enfin, sinon, moi, je peux te relayer d'autres questions qui ont été posées sur le chat. Je peux essayer en une phrase pour chaque question, mais du coup, ça sera un peu moins détaillé. So about my methodology, I did different things. So I conducted interviews with all the actors of the project, and there were technicians, some people from the town, and also participants to the project. And as I have an engineer background, I studied a lot how the technical infrastructures were working, how the laws and regulations were specific on this. Was that in most of the projects I studied, it was retrofit project, not new build. Only one were new build, and this new build project was participative habitat, and they had the energy and consumption issues really integrated into the design and conception of their project. But in the other project, the retrofit ones, the question of how to insulate buildings or how to reduce consumption was different projects from the one of sharing energy. So it was not integrated by the actors in this project. And for the third question about urban totems or monuments, I only saw the same kind of experience and visibility that we can see in huge projects such as the one in Copenhagen or Hamburg in the bunker energy. In the German case, with a local heating network where they built a transparent building. They retrofitted a school with glazed fans so that everyone could see the generators, the wood burning generators, and they created a room to a public space so that everyone could do presentation and conferences in this space, and to share the space with other functions such as the energy production. Voilà pour la traduction.
Merci beaucoup, Flora, pour toutes ces réponses et en français et en anglais. I propose now to give you different questions were asked on the chat, and I will publish them progressively. And first of all, this one, I don't know if you, yeah. Ah, ok, je les vois. J'ai choisi les cas d'études. Donc, how did the different study cases have been chosen in your thesis? Je réponds en français et en anglais, du coup. Comme tu te sens. Ok. Bon, je réponds en français. Et donc, du coup, mes cas d'études, mon point d'entrée, ça a été vraiment la question de la mutualisation physique d'énergie par des acteurs différents. En fait, mon interrogation, c'était, on dit qu'il faut réintroduire localement la production d'énergie et que c'est comme ça qu'on va résoudre, entre guillemets, hein, je résume, les questions de transition énergétique. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si vraiment on mutualise entre plusieurs acteurs des systèmes de production d'énergie dans les zones urbaines. Donc du coup, ça a été mon point d'entrée, ça a été de choisir des cas qui se trouvaient en zone urbaine et ensuite d'avoir des acteurs différents qui mutualisaient. Parce que c'est là qu'il y a plus de complexité, entre guillemets, et de difficultés par rapport à, je dirais, une personne qui est autonome, qui a sa production sur son toit et qui consomme directement. Il n'y a pas du tout les mêmes échanges et les mêmes interactions. Et ensuite, du coup, j'ai choisi. Et en fait, comme le titre de la conférence le dit, c'était vraiment au départ, quand je regardais les travaux et la littérature là-dessus, c'était beaucoup la question des communautés énergétiques qui revenait. Et donc, mon entrée en fait, j'ai fait un panorama de plein de cas qui correspondaient à cette définition de la mutualisation physique d'énergie renouvelable. Et je suis beaucoup rentrée par les communautés énergétiques qui me semblaient proposer au départ plusieurs acteurs variés qui s'intéressaient à la question de l'énergie. Ensuite, je m'en suis écartée, mais en tout cas, pour sélectionner les cas dans un panorama, j'ai beaucoup regardé, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, cette question des communautés énergétiques pour sélectionner les cas. Et ensuite, en France, ça a beaucoup été la question de l'autoconsommation collective d'électricité, qui était une réglementation qui venait d'être publiée quand j'ai commencé ma thèse. Et donc, c'est ça aussi qui a orienté la liste des panoramas. Voilà. Thank you very much, Flora, for the element of answer. I propose you to publish another question, which is in link with a first question by Sylvie Laroche. Could you come back on the context of the test SIF and just in English, 2 words about the test SIF. Test SIF are some theses which are led both in public or private companies and in laboratories. So, and Flora made her thesis in Vinci company, if I believe. Tout à fait. Oui, donc effectivement, c'était une thèse CIF que j'ai fait donc chez Omexome, qui est une marque de Vinci Énergie qui travaille sur les réseaux électriques. Et ce sont en fait des entreprises, donc c'est plein de petites entreprises, Vinci Énergie, réparties sur en France sur tout le territoire et ensuite dans plein de pays, mais qui travaillent vraiment sur beaucoup les réseaux. Donc ils vont réparer les réseaux quand il y a des problématiques, regarder les postes de transformation et à différentes fréquences, hein, que ce soit en basse tension sur le réseau d'Enedis ou aussi RTE en France, donc en haute tension. Et ils ont quelques entreprises qui font aussi de l'installation de moyens de production d'énergie renouvelable. Et ils ont quelques petites entreprises d'ingénierie qui s'intéressent justement à ces questions de mutualisation d'énergie. Alors, chez Omexome, ils appelaient ça l'énergie locale partagée. Et quand j'ai commencé du coup ma thèse chez eux, il y avait le projet, donc un des projets que j'ai étudié, qui est celui de Marmagne, donc en France, était un projet sur lequel travaillait Vinci Énergie en partenariat avec la commune de Marmagne, donc le maire, et ce maire qui était aussi président du syndicat d'électricité du Cher, donc Cher qui est un département français. Et donc dans ce contexte de thèse CIFRE, j'avais en fait la recherche que j'ai faite n'était pas du tout intégrée dans le travail que je faisais dans l'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise était plutôt un terrain
qui me permettait d'accéder à toutes les informations. Et j'ai aussi travaillé et contribué en fait au projet de Marmagne, c'est-à-dire que j'ai rédigé des réponses à des appels à manifestation d'intérêt, j'ai fait des consultations avec des fabricants de batteries. Enfin voilà, j'ai vraiment travaillé sur le projet et donc j'étais au quotidien, je dirais, avec les acteurs, donc ce qui fait que dans la thèse, j'ai beaucoup de matériaux sur ce cas-là. Mais par contre, ma recherche, en fait, mes questions de recherche et mon travail de recherche n'étaient pas demandés, je dirais, par l'entreprise. Et donc, ils n'ont pas, j'avais aucune influence, je dirais, de l'entreprise sur ensuite mes questions de recherche, mes résultats, ce qui m'intéressait. Le choix des autres cas, je pouvais aussi choisir ce qui m'intéressait. Et donc, bon, je pense que chaque cifre est particulière, mais en fait, ils n'en avaient jamais fait avant, donc j'étais assez libre dans mon travail et mon avancement, je dirais. Thank you, Flora. And first last question that I will publish now. So it's Devon Wemis, who will be curious about the differences between the countries in the development of these collectives and what were critical factors in each case. Ok. Alors chaque pays, chaque pays est différent dans la construction historique des systèmes énergétiques. Comment ils se sont libéralisés au fur et à mesure et comment ensuite il y a eu un maintien ou non des entreprises historiques pour gérer les réseaux et les moyens de production. Et aussi, donc ça c'est une première différence entre les pays qui influent beaucoup sur comment évoluent les projets. Et l'autre différence importante, c'est aussi, je dirais, l'organisation administrative du territoire, c'est-à-dire par exemple notamment en Allemagne, et les compétences ne sont pas les mêmes pour une commune en Allemagne qu'en France par exemple. En Allemagne, il y a beaucoup plus de communes qui peuvent avoir une entreprise locale de production, de gestion d'énergie, ce qui n'est pas possible en France, sauf dans certains cas. Et donc ça, c'est vraiment c'est vraiment des points de départ qui font que globalement, chaque cas va être spécifique au pays. Et alors je ne sais pas s'il peut préciser, mais les facteurs critiques pour chacun des cas, c'est facteurs critiques de réussite ou de problématique ou de... C'est possible de... Alors, peut-être que ce sera par une deuxième question, parce que je pense que le temps que la réponse soit apportée, ce sera un peu plus long. Moi, je pense que c'est les deux que vous venez d'évoquer, les deux dimensions. Ok. Alors, en fait, donc, dans les cas que j'ai choisis, ils n'étaient pas tous au même stade d'avancement. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, le cas allemand, ça faisait 15-20 ans qu'ils avaient commencé à initier des projets énergétiques. Le cas anglais, donc à Nottingham, ils étaient déjà formés en tant que communauté énergétique et ils s'appelaient comme ça, donc ils se constituaient comme ça. Et ensuite, ils ont participé à un projet européen pour installer des batteries. Donc, était un nouveau projet avec les habitants. Et en France, j'étais sur deux projets, un donc d'habitat participatif et l'autre qui faisait de l'autoconsommation collective et l'autre qui était le cas de Marmagne sur lequel je travaillais dans l'entreprise. Ce que j'ai identifié dans tous les cas, alors que ils étaient à des stades différents, etc., comme critère de réussite critique, c'est qu'en fait, dans chacun des cas, il y a des personnes un peu pivots, un peu incontournables, qui sont toujours présentes et qui nouent des relations et qui multiplient les fonctions. Et par exemple, donc à Sarrebek, je donne un exemple, donc dans la ville allemande, c'est le maire qui a initié ça il y a 15 ans, en partenariat avec un enseignant pédagogique qui travaillait sur les énergies renouvelables à côté, et ils ont d'abord commencé à constituer un collectif informel en disant bah voilà, nous on veut travailler sur ça. Et au fur et à mesure des années, ce sont les mêmes personnes qui sont restées, c'est toujours le même maire depuis 15 ans ou 20 ans. Et c'est aussi le maire est aussi le président de l'association qui s'est constituée pour institutionnaliser les éléments de développement des projets. Alors que quand on regarde par exemple le cas de Marmagne, que j'ai suivi depuis le début, c'était le maire qui était très investi et qui portait tout le projet. Et au moment où il a signé en fait
le contrat pour que Vinci Énergie commence à faire les études. Il s'est dit c'est bon, j'ai terminé, et il a saisi une opportunité professionnelle et il est parti. Il a laissé à 1 an avant les élections son poste de maire et il a pris un autre poste. Et juste après son départ, il y a eu plein d'éléments qui sont enchaînés, je dirais, et qui ont fait que le projet finalement était totalement annulé alors qu'il avait réussi à obtenir 1,6 million de subventions pour tout le projet. Et donc, finalement, sans cette personne pilier qui faisait un peu tout dans le projet, ça n'a pas réussi à se déployer. Donc, du coup, ça, c'est je dirais, un facteur critique, le facteur humain que j'ai pas pu approfondir plus, mais que j'ai vraiment identifié dans tous les cas, parce que ça ressort vraiment à chaque fois. Et sur les points critiques plutôt qui empêchent, je dirais, de développement, globalement, la plupart des obstacles que rencontrent les projets, c'est des questions de réglementation, que ce soit des réglementations sur l'énergie ou alors des réglementations sur l'usage et sur la propriété qui n'est plus adaptée en fait aux questions de mutualisation. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas l'habitude pour l'énergie que des gens produisent et puis échangent, etc. Et donc, toute la construction du droit et des réglementations des codes de l'énergie dans chacun des pays n'est pas adaptée à ces projets-là. Et donc, à chaque fois, il faut repenser plein de choses. Et comme ça prend un peu du temps, c'est vraiment un des points clés, je dirais, pour ça. Voilà. Thank you, Flora. Je suis désolé, juste une dernière question en fait qui me vient de Frédéric Burtz, qui est là souvent, qui complète en fait ce que tu étais en train de dire. Juste en quelques minutes et puis ensuite on passera aux questions pour Inès. Mais donc effectivement, où en est le projet de Marmagne? Est-ce que tu as des éléments à fournir sur ce point-là? At what stage the project of Marmagne is now, and would you have some different elements of information that you could bring us? Oui, alors sauf les quelques dernières semaines où je n'ai pas suivi, mais a priori le projet Marmagne est annulé, donc le projet Smart Mine. So as far as I know, the project of Marmagne is cancelled. Alors pour plusieurs raisons, donc je vais expliquer un peu. Donc quand le maire est parti, il pensait que en fait donc le conseil municipal allait réélire quelqu'un qui allait porter le projet. En fait, c'est déjà pas cette personne-là qui a été réélue, mais quelqu'un d'autre. Et il y avait des questions. Donc en France, quand on finance un projet communal, donc public, le financement doit venir au moins à, je crois que c'est 20% de la commune et 80% peut venir d'ailleurs. Et sauf que là, sur le financement qu'avait récupéré le maire sortant, donc c'est Aymar de Germay, il avait 95%, je crois, de subvention. Et ce qu'il avait a priori regardé avec la préfète de faire passer certains financements en dons à la mairie ou il avait un moyen pour dire que ça passerait comme ça, mais c'était pas quelque chose d'écrit. Et donc du coup, ça a fait peur à son successeur qui a dit non, mais on respecte pas le règlement, etc. C'est pas possible. Et comme il n'y avait pas de portage, je dirais qu'en fait, jusqu'à pendant 3 ans, donc du coup, ça a commencé le projet moi j'ai commencé ma thèse en 2016, et jusqu'à 2019, fin 2019, il n'y avait eu aucune réunion avec les habitants qui pourtant devaient participer à l'opération d'autoconsommation collective. Donc en fait, il n'y avait personne d'autre que le maire en place qui portait le projet dans la commune. Et donc quand il est parti et que les autres élus, je dirais, ont pris peur, entre guillemets, plus personne n'a soutenu vraiment le projet. Et donc, du coup, il a été abandonné. Et si vous voulez, je vous invite, il y a une interview du maire de Aymar de Germay à la conférence Enerplan de décembre 2019, où il est interviewé sur pourquoi ça n'a pas marché. Et elle est sur YouTube, il me semble. Et il explique pour lui les critères qui font que ça n'a pas marché et ce qu'il faudrait en retenir. Thank you very much, Flora. Merci beaucoup, Flora. Ce qu'on vous propose, c'est pour ne pas être trop en retard, c'est passer à un certain nombre de questions que tu aurais à poser à Inès. So few questions now from Sylvie to Inès. Ok, alors, merci aussi à toi Inès d'avoir présenté
cette recherche. Alors, je vais faire que 2 questions parce que vu qu'il y a aussi encore pas mal de questions sur le chat pour que tout le monde puisse participer. La première qui me tient vraiment à cœur et qui est aussi un enjeu vraiment en cours, quoi, on va dire, c'est sur la représentation, sur les outils à mobiliser pour pouvoir sur les projets d'énergie et projets urbains. Alors, quels sont les outils à développer plus spécifiquement les outils graphiques. Nous, on avait, par exemple, avec Nicolas Tixier, on avait réalisé un transect qui permettait de représenter à la fois les réseaux en sous-sol au niveau des bâtiments, mais aussi des autres ressources captables, transportables et consommables, et ce qui permettait de vraiment faire le lien avec l'inscription de l'énergie dans le territoire. Et là, je tenais vraiment à te féliciter. Tu sais que tes schémas, je les trouve vraiment très intéressants et ça permet justement de rendre compréhensibles tous les enjeux qu'il y a autour de ces projets d'énergie et de ces projets de communauté énergétique. Et voilà, quels seraient les nouveaux outils à développer pour arriver à saisir ces enjeux-là. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce serait à la fois, il y avait à un moment donné sur une de tes slides où on voyait les 4 éléments un peu majeurs qui ressortaient de votre analyse de ces 2 sites. Et on pouvait voir une mise en valeur donc de l'expérimentation, du prototype, mais la difficulté, c'est de se dire est-ce qu'on promulgue cette expérimentation au risque d'aller vers la généralisation d'une démarche, une généralisation d'une approche, et qui là peut aller à l'inverse vers de plus en plus une détériorisation, excusez-moi, alors que votre approche amenait à plutôt mettre en avant le territoire. Voilà, ce sera ces 2 questions-là qui me viennent suite à votre présentation. Just few words to try to translate it. First of all, Ines, what are the roles of graphic tools that you mobilized in order to understand the issues of both energy and urban architectural and landscape systems and project? And the second question: do the conditions of interprofessional understanding that you identified and that you qualified at the end of your presentation could bring for standard methods of designing energy and urban processes and projects? Merci beaucoup. Je vous invite à couper les micros parce que comme on n'est pas loin, on s'entend dans la même pièce. Donc, merci beaucoup. Merci pour Sylvie pour ta question. Merci beaucoup Silver pour la traduction que je t'invite à continuer parce que comme vous savez, mon anglais n'est pas super. My English is not very good. So I ask Silver for doing the job in my place. So, pour la première question, oui, le mode de représentation de l'articulation entre deux types de projets. Je pense que la première chose à discuter, c'est l'objectif de ces outils graphiques. Et je pense qu'à mon avis, il y a un double objectif et un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de créer un outil intermédiaire qui permet la discussion et la compréhension des articulations spatiales et énergétiques. Puisqu'on s'est rendu compte lors de nos observations qu'il y avait une certaine difficulté parmi les acteurs de l'urbanisme et parmi les acteurs des énergies à comprendre la matérialité des deux projets en fait. Ce n'est que les projets urbains, ce n'est que les projets énergétiques. C'est aussi comment tous les deux s'articulent spatialement et quelle est la traduction de cette imbrication. Donc déjà, il y a cette question de traduire les dépendances spatiales et de les rendre compréhensibles graphiquement.
Donc, un outil, effectivement, ça a été l'élaboration de ces 3D qu'on a fait par nos propres soins avec Silver et Gilles. Et ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est que dessiner constitue une démarche réflexive en soi. C'est-à-dire qu'en traçant les lignes et en traçant les deux types, en manifestant, en rendant visibles les deux types de projets dans l'espace spatial, on est capable de comprendre au fur et à mesure qu'on fait les dessins les différents types d'articulations. Donc, en fait, l'intérêt de cette mode de représentation n'est seulement un intérêt de focaliser sur la traduction de quelque chose. Ce n'est pas les produits qui est intéressant. C'est aussi la démarche, c'est les processus qui génèrent cet objet final qui permet de comprendre un certain type de problématique. Et je pense qu'on est dans le même cas que l'exemple que Sylvie a évoqué, c'est-à-dire les transects. Les transects en soi est intéressant dans la mesure qu'il permet une interaction entre des acteurs qui ne mobilisent pas les mêmes champs de connaissances. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet des interactions entre différents types d'acteurs, de différents profils, mais en même temps, il permet la restitution de toute une série de questions qui se manifestent tout au long d'un processus d'échange. Et je fais la distinction entre ces deux objectifs. Déjà, le premier objectif de permettre l'intercompréhension entre les acteurs, de rendre un processus, de rendre possible un processus qui est traditionnellement fermé et adressé à un type de connaissances concrètes, de les rendre accessibles à d'autres types d'acteurs. Et ensuite, à travers de ces processus, on comprend les problématiques. Et finalement, on est capable de les restituer et de traduire spatialement une sorte une espèce d'outil, d'objet qui permet la compréhension de comment cette imbrication se manifeste entre les énergies et les projets urbains, qui quand même importe des matérialités fortes, mais très différentes. Et c'est vrai que c'est pas évident, et on observait ce phénomène lors de nos enquêtes. Cette compréhension interprofessionnelle n'est pas évidente. Donc ça pour la première question. Et par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire ces éléments d'expérimentation dont tu évoques, Sylvie, les prototypes, qui peut potentiellement amener à une généralisation. Et c'est vrai que cette généralisation, elle s'éloigne quand même des démarches des mutualisations énergétiques très ancrées dans un territoire concret qui a ses propres potentiels énergétiques. C'est-à-dire, et là, les cas des Blue Factory, c'est un cas très, très parlant, puisque c'est une ancienne friche industrielle, c'est une chose que j'ai pas dit pendant la présentation. Et dans cette friche industrielle, il y en avait déjà quelques préexistences, comme des bassins de stockage d'eau, qui peuvent être recyclés dans l'objectif d'intégrer un système énergétique complexe. C'est-à-dire que effectivement, ce territoire a des particularités. Cette particularité nourrit un projet énergétique concret et ancré dans un territoire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut interpréter que l'expérimentation, par exemple, à travers du CITI, amène à une généralisation. Chose qui n'est complètement déplacée de penser comme ça, puisque c'est vrai que les prototypes, c'est un objet qui découle de toute une tradition industrielle, des tests, vérifications de situations qu'après, on pourra reproduire plus tard. Par contre, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que ces prototypes, par exemple, si on se focalise sur les prototypes, répondent à des enjeux territorialisés. Par exemple, les prototypes à Blue Factory en Suisse, c'est un prototype qui cherche à tester la mise en place de nouvelles réglementations qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas approuvées. C'est-à-dire que c'est un prototype, certes, c'est un objet assez générique qu'on aurait pu construire ailleurs. Mais c'est vrai que l'objectif de la production de cet objet, l'objectif cherche à comprendre une situation très particulière qui est la réglementation en cours sur la mutualisation énergétique à Fribourg.
Donc, certes, la matérialité de cet objet est indépendante du territoire, mais par contre, la finalité, non, elle n'est pas indépendante. Et là, par rapport au prototype, il y a une autre question qui je trouve très intéressante. Et c'est très lié aussi à la question qu'on traite, la mutualisation et l'autoconsommation collective. Et c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces prototypes, sur l'urbanisme? Est-ce qu'ils nous racontent des rapports entre l'espace privé et l'espace public? Est-ce que c'est des objets qui nous permettent de comprendre une réglementation articulant une question urbanistique qui quand même concerne une échelle du quartier, voire de la ville, voire plus large, et une nouvelle réglementation? Et alors là, la réponse est qu'effectivement, les prototypes ont des limites. Cela ne veut pas dire que c'est des prototypes qui ont été développés dans une finalité qui cherche à éclaircir des situations ancrées au territoire. Mais par contre, c'est vrai que les prototypes comme objet matériel ne racontent pas grand-chose de l'articulation entre un urbanisme local et un projet énergétique qui peut être reproduit, ailleurs. Donc oui, effectivement, ça dépend de l'entrée, de l'apport d'entrée, de l'expérimentation. Je pense que l'expérimentation, dans les cas qu'on analysait, c'était une expérimentation très focalisée sur une question localisée et très particulière de chaque terrain. Mais c'est vrai qu'elle ne nous donne pas de réponse par rapport à toutes les questions, notamment par rapport à une question formelle et urbanistique et spatiale. Oh, sorry. Thank you very much for these answers. Just I try to publish other questions, but it doesn't work. So I will see. Okay. Une première remarque puis question qui est la suivante. Votre expérience a montré que la coopération entre les acteurs doit être transparente, coopérative de logement, fournisseurs d'énergie, gestionnaire de réseaux, citoyens. Comment avez-vous perçu cela dans votre travail, donc provenant de Stephen Wiekamp? La même en anglais. In our experience, cooperation between the actors must be very transparent. Housing cooperatives, energy suppliers, network operators, citizens. How did you perceive this in your work? C'est une question pour moi, du coup? Oui. Ce que j'ai perçu des négociations entre les acteurs des énergies et les acteurs urbanistiques, c'est que, d'une part, la transparence est possible quand il y a une incompréhension professionnelle réelle. Et s'il n'y a pas cette compréhension partagée, on peut tomber facilement dans les malentendus. Et aussi, la intercompréhension empêche la création des zones d'incertitude. En fait, une zone d'incertitude, c'est un espace qui découle d'un contexte social qui ne maîtrise pas les mêmes outils, ni les mêmes langages, ni les mêmes connaissances. C'est-à-dire, c'est un espace un peu flou où les négociations sont possibles, certes, mais il y a toujours un acteur qui a un pouvoir de décision plus important puisqu'il maîtrise les questions et les connaissances. Donc, je pense que cette question de transparence, elle est possible s'il y a une intercompréhension entre les acteurs. Et là, je reviens à la question des outils. Et des outils qui, notamment, aident à la traduction des objectifs et des mots techniques éloignés. Donc, effectivement, une démarche collective, comme tout projet participatif, passe par une certaine transparence. Mais à mon avis, la transparence dépend de ce qu'on a pu observer, de la compréhension entre les acteurs. Et cette compréhension, elle nécessite des fois des objets intermédiaires qui traduisent, qui expliquent, qui rendent possible la compréhension
Et c'est ça que nos travaux montrent, en fait. C'est que cette transparence, elle est possible à condition de mobiliser un certain nombre d'outils. Un langage partagé, par exemple. Une collaboration permanente et pas séquentielle entre les acteurs impliqués dans les projets qui réunit des objectifs énergétiques et urbanistiques. Donc oui, effectivement, la coopération doit être transparente, mais il y a des conditions et des facteurs qui la favorisent. Merci beaucoup. Je suis désolé, je ne suis pas en capacité de traduire cette réponse puisque ma connexion a coupé. Donc, je m'en excuse. Peut-être simplement, je relais une remarque davantage qu'une question de la part de Vincent Fristeau de la ville de Grenoble, qui est adjoint à l'urbanisme et à l'énergie, et qui peut témoigner d'autres freins qui limiteraient le développement des communautés énergétiques, à la fois en matière de droits, d'assurance, de modèles économiques qui peuvent être développés en vue de développer des projets d'autoconsommation. Et il rappelle bien que c'est avec un fort portage politique que cela peut bouger. J'en profite peut-être pour rebondir en disant que c'est aussi dans ce sens-là que nous avons développé la réflexion qui devait être présentée aujourd'hui avec Gilles et l'ensemble de l'équipe, et donc que nous développerons en octobre prochain. Alors, peut-être je me permets de continuer à présent sur d'autres questions. Other questions for Ines and perhaps one which was what are the spatial dependencies which were not identified during the design processes, qui est proposé par Arthur Chaussard. Quelles sont les dépendances spatiales entre projets urbanistiques et énergétiques qui n'ont pas été repérées dans le cadre du projet de la Blue Factory en Suisse? Merci beaucoup Arthur pour cette question. Et bon, d'abord, on n'a pas classifié les dépendances entre dépendances repérées et non repérées, mais des mémoires, parce qu'on les a classifiées par rapport à synergie aux dépendances négatives qui se sont établies entre les deux types de projets. Par contre, de mémoire, je peux évoquer quelques dépendances qui effectivement n'ont pas été repérées pendant les processus des négociations entre les acteurs de l'urbanisme et des énergies, mais que nous, on a pu repérer grâce à l'analyse spatiale et sa traduction dans les 3D qu'on a montré tout à l'heure. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des objectifs pour les quartiers, des objectifs paysagers. Et il y avait un certain nombre de surfaces. Il y avait une surface très importante dédiée aux espaces verts. Et ces surfaces-là, elles sont dans les projets énergétiques dédiées à l'implantation des panneaux photovoltaïques. Donc, il y avait deux questions pour nous. Si les panneaux photovoltaïques sont implantés dans les surfaces vertes, effectivement, la pelouse, par exemple, ne pourra pas pousser. Mais en même temps, si dans les espaces verts, il y a des arbres, des grandes envergures, ils vont créer de la sombre sur les panneaux photovoltaïques et ça va empêcher l'optimisation, ça va nuire l'optimisation de la captation solaire. Là, par exemple, c'est une question qui n'a pas été repérée pendant les négociations. Il y a des questions patrimoniales et des restrictions de protection patrimoniale de certains bâtiments qui empêchaient l'implantation de panneaux photovoltaïques en façade. Et par contre, ces mêmes façades ont été dédiées dans les projets énergétiques à un certain nombre aussi de panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'il y avait une incompatibilité entre les deux thématiques. Les patrimoines les documents de protection patrimoniale ne permettent pas la modification des façades, mais les projets énergétiques promouvaient l'implantation des panneaux photovoltaïques. Donc, il y avait toute une série d'incompatibilités qui peut-être plus tard seront repérées, mais lors de discussions collectives, non, elles n'ont pas été repérées. Si je me rappelle d'une autre question, c'était par exemple les façages des réalisations des réseaux de chaleur et de froid au sein du quartier et les façages de construction des bâtiments.
Là, encore une fois, il y avait une certaine incompatibilité qui n'a pas été repérée, voire entendue, écoutez, parce que je me rappelle que c'est les conseillères énergétiques qui m'a parlé de cette question, de cette incompatibilité dans la construction du réseau, du réseau de chaleur et de froid qui traverse les quartiers par les réseaux OVR, et la construction, les phasages de construction des bâtiments. Là, les conseillers, ils avaient repéré cette dépendance entre guillemets négative, mais par contre, je ne sais pas si ça n'a pas été entendu par les acteurs urbanistiques et énergétiques, ou tout simplement les conseillères ne s'est pas manifesté dans les temps de sa collaboration. Chose qui montre qu'il y a quand même une collaboration permanente et des échanges dans la continuité et tout au long du processus de conception des deux projets est quand même fortement souhaitable, puisque c'est un processus évolutif. Tout processus de conception, soit énergétique, soit urbanistique, c'est un processus évolutif. C'est-à-dire que les contraintes et les opportunités émergent au fur et à mesure. Si les projets ne sont pas articulés dans les temps longs, ça implique que peut-être il y aura des problématiques qui vont émerger au moment où un type d'acteur ne sera pas présent, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas réagir. Et voilà, de mémoire, c'est ça que je me rappelle. Certainement, il y a d'autres dépendances spatiales non repérées pendant les négociations, mais là, tout de suite, je peux évoquer les phasages des constructions entre les bâtiments et les réseaux de chaleur et de froid, les dépendances entre la réalisation des espaces verts et l'implantation des panneaux photovoltaïques, et l'incompatibilité entre des bâtiments à protection patrimoniale et l'installation effectivement des panneaux photovoltaïques. Il y a d'autres certainement, mais si ça vous intéresse, on peut vous envoyer un article qui sera publié d'ici quelques mois et qui approfondit cette question. Merci. Merci beaucoup Inès pour ces réponses. Alors, il y a un certain nombre d'autres questions qui restent, mais je suis absolument désolé, le temps est quasiment écoulé, me semble-t-il. La session risque de couper si je dis pas de bêtises. Ce que je propose, c'est qu'il y a à la fois Inès et Flora qui ont connaissance des questions qui ont encore été posées à la fois par Gilles, par Stéphane et puis par Jacques Noël, reviennent vers vous peut-être par mail pour apporter des éléments un peu plus complets. J'en profite simplement pour vous remercier toutes et tous pour votre présence d'une part et puis pour vos présentations, Flora et Inès. Merci également à Sylvie pour toutes ces questions qui ont été extrêmement intéressantes et je pense qu'ils nous feront avancer aussi pour la suite dans nos réflexions puis dans nos communications et publications à venir. J'en profite enfin pour vous rappeler d'autres temps qui vont s'enchaîner prochainement dès la semaine prochaine, le 7 juillet, avec une nouvelle session qui s'intitule « Les projets énergétiques communautaires configurent-ils les pratiques des habitants, des professionnels ou des autorités locales ?» Et puis ensuite, on aura deux autres sessions en septembre, le 8 septembre tout d'abord, qui s'intitule « De la recherche-action sur le terrain, l'émergence des communautés énergétiques », et puis le 15 septembre, qui s'intitule « Le rôle des consommateurs dans la conception et la